Je l'ai élevé seul. Chaque garde de nuit, chaque genou écorché, chaque projet de science, c'était moi. Et le jour le plus important de sa vie, j'étais assise là, comme si j'étais invisible. Pas de discours, pas de mention, pas de place à la table d'honneur. Ses nouveaux beaux-parents souriaient poliment, comme si j'étais une employée. Sa fiancée m'appelait Linda, pas maman. Et quand je me suis éclairci la gorge, pendant le dîner de répétition, pour dire quelques mots, quelqu'un m'a doucement touché le coude et a dit « Soyons brefs, ce n'est pas vraiment votre place. » Alors, je n'ai pas dit un mot. Pas quand la musique a joué. Pas quand le gâteau a été coupé. Pas même quand on m'a demandé de me déplacer pour que le photographe puisse prendre une meilleure photo de famille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le DJ avait une clé USB et dessus un fichier intitulé « Pour mon fils, le jour de son mariage ». Et quand il a été joué, ils n'ont pas pu ignorer ce que j'avais à dire. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Linda Lane. J'avais 68 ans lorsque l'invitation de mariage est enfin arrivée. C'était un jeudi après-midi, glissé entre un prospectus de supermarché et un relevé bancaire, comme si c'était juste un courrier ordinaire. Pas le genre d'enveloppe qu'une mère attend toute sa vie. Il n'y avait pas de mots manuscrits, pas de message personnel, juste mon nom, imprimé en lettres capitales sur une carte couleur crème et un lien RSVP en bas. Je l'ai tenu dans mes mains plus longtemps que nécessaire, fixant la police de caractères élégante qui annonçait le mariage de mon fils avec la femme qu'il connaissait depuis moins de 2 ans. Je vivais seul dans une petite ville à l'extérieur de Madison, dans le Wisconsin. Après ma retraite d'infirmière, je remplissais mes journées de routine tranquille, promenade matinale, entretien du jardin d'herbes aromatiques, lecture des mêmes romans encore et encore. Ma vie n'était pas glamour, mais elle était calme, stable. Et même si Thomas avait déménagé depuis longtemps, même si nos appels téléphoniques étaient devenus moins fréquents et plus formels, j'avais tout de même imaginé quelque chose de différent. J'avais imaginé être impliquée. J'avais imaginé être désirée. Il n'y avait aucune mention d'un dîner de répétition, aucune question sur les restrictions alimentaires, aucune suggestion de rôle pour moi dans la cérémonie. Juste la date, l'heure, le lieu et les instructions d'arriver à l'heure. Je me suis dit que c'était la manière moderne, que les jeunes d'aujourd'hui faisaient les choses différemment, que peut-être elle avait pris en charge l'organisation et qu'il avait juste suivi. Pourtant, je sentais la froideur de quelque chose de non dit, pressé dans les plis de cette carte. Pas de la haine, pas même de la colère, juste de la distance. J'ai posé l'invitation sur la table de la cuisine, à côté d'un petit vase de tulipes fanées. C'étaient les dernières fleurs du début du printemps. Je ne les avais pas remplacées. Je regardais la façon dont leurs pétales s'affaissaient et s'enroulaient vers l'intérieur, comme s'ils se retiraient du monde. Quelque chose en cela reflétait ce que je ressentais. Cela faisait des années que je n'avais pas été invitée quelque part d'important, que personne ne m'avait demandé de bien m'habiller, que personne ne m'avait gardé une place. Je suis montée dans la chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai passé mes doigts sur une rangée de robes que je n'avais pas portées depuis une décennie. Certaines venaient de réunions d'église, d'autres de fêtes de départ à la retraite, quelques-unes d'anniversaires passées sans grande fanfare. Je me suis arrêtée sur une robe bleu pâle avec des manches en dentelle, quelque chose de doux et de discret, comme la version de moi qui croyait encore être incluse. Je l'ai essayée. Elle m'allait encore,
un peu ample maintenant, ce qui était à la fois réconfortant et triste. La semaine avant le mariage, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, chose que je n'avais pas faite depuis des mois. La coiffeuse était une jeune fille qui m'a demandé si j'avais des projets pour le week-end. Je lui ai dit que mon fils se mariait. Elle a souri et a demandé si j'étais excitée. J'ai menti et j'ai dit oui. La vérité était plus difficile à expliquer, que j'étais anxieuse, incertaine, et que je me sentais déjà comme une invitée dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, à talons bas et simples, au cas où je devrais rester debout des heures. J'ai choisi un cadeau, sur leur liste de mariage, même si la plupart des bons articles étaient déjà partis. J'ai opté pour un ensemble de couteaux de cuisine pratiques et tranchants. Je les ai emballés dans du papier argenté et j'ai glissé une note manuscrite à l'intérieur de la boîte. J'ai écrit des choses que je ne disais pas à voix haute. À quel point j'étais fière, comment je me souvenais de ses premiers pas, de ses genoux écorchés, de la façon dont il chuchotait « Je t'aime, maman » avant de dormir. Le matin du mariage, j'ai soigneusement placé le cadeau sur la banquette arrière de ma voiture, et je suis partie tôt. Le lieu était une grange aménagée juste à l'extérieur de Milwaukee, tout en poutres rustiques et arrangements de fleurs sauvages. Quand je suis arrivée sur le parking, les voituriers m'ont à peine regardée. Personne ne m'a accueillie, personne ne m'a indiqué la direction. J'ai suivi la foule, serrant mon sac à main et me demandant où je devais me tenir, où était ma place. À l'intérieur, tout sentait le bois frais et les pétales de rose. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond comme des étoiles, et une musique douce flottait dans l'air. J'ai aperçu Thomas, de l'autre côté de la pièce, dans un costume ajusté, riant, avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Il me tournait le dos. Il ne m'avait pas encore vue. J'ai pensé à lui faire un signe, mais ma main est restée immobile. Je me sentais déplacée dans une pièce remplie d'énergie et de jeunesse, entourée de visages que je n'avais pas rencontrés, de noms qu'on ne m'avait pas donnés. Finalement, une jeune femme avec un casque s'est approchée de moi et m'a demandé mon nom. Je le lui ai dit. Elle a regardé une tablette, puis m'a tendu un simple carton blanc avec le numéro 19 écrit en petits caractères. Pas de titre, pas de désignation, juste un numéro. J'ai hoché la tête et l'ai remerciée. Elle s'était déjà détournée. J'ai regardé les tables, chacune plus proche de l'avant que la précédente. Parents de la mariée, famille du marié, meilleurs amis, cortège nuptial. Tous avec des panneaux, des rôles, des reconnaissances. La table 19 était près du fond, près des toilettes, loin de la scène. Je m'y suis dirigée, mes talons silencieux sur le sol poli. Les housses de chaises étaient menées blanches, la nappe d'un rose poudré. Ma place était entre un couple âgé, qui semblait être des amis du père du marié, et une jeune femme qui a passé les 30 minutes suivantes à faire défiler son téléphone. Personne n'a demandé qui j'étais. Personne ne s'est présenté. Personne n'a remarqué quand j'ai pris une profonde inspiration et que j'ai croisé les mains sur mes genoux. Je suis restée assise là, fixant la flûte de champagne devant moi, me demandant si cela aurait fait une différence si je n'étais pas venue du tout, me demandant si j'aurais manqué à quelqu'un, me demandant si mon fils avait oublié tout ce que j'avais donné pour l'amener ici, à ce moment, dans ce costume, dans cette grange illuminée. La pièce s'est remplie de bruit et de rires. Les appareils photo ont flashé. La musique a enflé. J'étais assise à la table 19, la mère du marié, sans rien à faire et sans endroit où être.
J'étais arrivée tôt, espérant l'apercevoir avant le début de la cérémonie. Je ne m'attendais pas à une conversation privée ou à une étreinte chaleureuse. Je savais qu'il ne fallait plus rêver en couleurs vives. Mais je pensais qu'au moins on me reconnaîtrait. Un signe de tête, un regard, un moment qui dirait « je te vois ». Au lieu de cela, je suis restée près de l'entrée, alors que les invités arrivaient au compte-gouttes, un par deux ou en groupe, tous magnifiquement habillés, tous semblant savoir exactement où aller et à qui parler. Ils souriaient, riaient et s'étreignaient, comme les acteurs d'un spectacle, pour lequel je n'avais jamais été invitée à auditionner. Personne ne m'a regardée, personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je suis restée là plusieurs minutes, ajustant la petite pochette dans mes mains, mes doigts lissant le bord de ma robe encore et encore. Finalement, j'ai pris place à la table qui m'était assignée. Elle était près du fond, près d'un ensemble de portes doubles menant à un couloir, où le personnel allait et venait avec des plateaux d'amuse-gueules. Les chaises étaient soigneusement alignées, la table élégamment dressée. Mais il était clair que ce n'était pas là que la famille s'asseyait. C'était la zone de débordement, la partie de la pièce qu'ils espéraient ne pas voir sur les photos. J'ai essayé de ne pas y voir de malice, mais chaque détail me criait que je n'étais pas à ma place. Alors que la cérémonie commençait, la musique a enflé et tout le monde s'est levé. J'ai tendu le cou pour voir entre les grands invités devant moi, n'attrapant que des bribes de dentelle blanche et de pétales de fleurs, alors que la mariée descendait l'allée. J'ai vu l'arrière de la tête de mon fils, immobile et posé, alors qu'il attendait à l'autel. Il ne s'est pas retourné, il n'a pas regardé en arrière. J'ai murmuré son nom à voix basse, ne m'attendant pas à ce qu'il m'entende, mais ayant simplement besoin de le dire. Après les vœux, après le baiser, après les applaudissements et la sortie, les invités ont recommencé à se mêler. Des flûtes de champagne sont apparues dans les mains. Des hors-d'œuvre ont été servis sur des plateaux d'argent. J'ai souri à quelques visages familiers, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Ils ont hoché la tête poliment, ont dit quelque chose de vague sur la beauté de l'événement, puis se sont détournés pour rejoindre des conversations plus bruyantes et animées. Je me suis approchée du plan de table affiché sur un grand tableau en bois près du bar. Les noms étaient écrits à la main, en cursive tourbillonnante, triés par table. J'ai cherché le mien. Il était là. Linda Lane, table 19. Juste en dessous d'une longue liste de noms que je ne reconnaissais pas. J'ai parcouru les numéros supérieurs, plus près de l'avant. La table d'honneur, le cortège nuptial. Il y avait des parents listés, des amis, des cousins. Aucune mention de moi au-delà de ce placement distant. Je me sentais comme un bouche-trou, comme quelqu'un qu'ils avaient dû inviter, mais espéraient ne voir se fondre discrètement dans le décor. Le dîner a été annoncé, et nous avons pris nos places. J'ai écouté, un par un, les gens être appelés pour faire des discours. Le père de la mariée s'est levé le premier, s'éclaircissant la gorge, sa voix tremblant de fierté. Il a parlé de tradition, de l'enfance de sa fille, de sa joie d'accueillir Thomas dans leur famille. Les invités ont applaudi chaleureusement. Puis la demoiselle d'honneur s'est levée et a raconté des histoires qui ont fait rire la salle. Puis le témoin, qui a fait quelques blagues et a levé son verre. Tout le monde était engagé, souriant, hochant la tête, se prélassant dans l'éclat de la célébration. J'ai attendu. J'ai continué à attendre, pensant qu'il y avait peut-être eu une erreur, que quelqu'un me ferait peut-être un signe, qu'il m'avait peut-être gardé pour la fin.
Les mères parlent souvent vers la fin, offrant des bénédictions sincères ou des souvenirs tendres. J'avais répété quelques mots dans ma tête, rien de dramatique, juste quelques lignes sur ma fierté, sur l'amour que je lui portais, sur mes vœux de gentillesse et de patience pour leur vie. Mais personne n'a appelé mon nom. Personne ne m'a tendu de micro. Personne ne s'est tourné vers ma table. J'ai regardé le DJ ajuster ses commandes, les serveurs remplir les verres. La soirée avançait sans la moindre pause dans ma direction. Le moment que je pensais pouvoir venir n'est jamais venu. Il est passé sans cérémonie, sans question, comme si je n'existais pas. Après les discours, le diaporama a commencé. Des photos d'enfance de la mariée, son jour de diplôme, des voyages d'été, puis des photos d'elle et de Thomas, pique-nique, vacances, fêtes. Ils dansaient dans les champs, posaient devant des peintures murales, s'embrassaient sous des lumières scintillantes. Les images défilaient les unes après les autres, soigneusement choisies, une chronologie qui effaçait tout ce qui était venu avant elle. J'attendais toujours une photo de moi et de Thomas, une photo de son enfance, un moment qui reconnaissait notre histoire. Il n'y avait rien, pas une seule image des années où je le portais sur mon dos, quand ses jambes étaient trop fatiguées pour marcher. Pas un seul cliché de sa fête de 10e anniversaire que j'ai organisée seule, ou de la nuit où il a gagné le concours d'orthographe et a couru dans mes bras. C'est comme si j'avais été complètement effacée du scénario, comme si l'histoire de sa vie avait commencé le jour où il l'a rencontrée. Alors que la première danse commençait, je suis restée assise. Les couples se sont rassemblés autour, applaudissant, acclamant. J'ai gardé les mains croisées sur mes genoux, les épaules raides. Je les ai regardés se balancer, au centre de la scène, les projecteurs sur leurs visages. Il avait l'air heureux. Il avait l'air fier. Et moi, la femme qui l'avait élevé, qui lui avait appris à faire ses lacets, à conduire une voiture, à affronter la déception avec grâce, j'étais assise dans l'ombre, inaperçue. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que personne ne m'avait parlé depuis plus d'1 heure. J'avais rempli mon propre verre d'eau. J'avais débarrassé mon assiette quand aucun serveur n'était passé. J'avais souri aux invités qui passaient et qui ne me souriaient pas en retour. Ce n'était pas de la grossièreté. C'était de l'indifférence. Ils ne savaient pas qui j'étais. Et pire encore, ils s'en fichaient. J'ai alors commencé à comprendre que je n'avais pas simplement été oubliée. J'avais été intentionnellement omise. Il n'y avait pas d'erreur, pas de note oubliée, pas de discours égaré. J'avais été laissée de côté à dessein, et ça a fait plus mal que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai passé la majeure partie de la réception à faire semblant de ne pas remarquer à quel point j'étais devenue invisible. Ce n'était pas une disparition soudaine. C'était lent, comme un brouillard qui s'installe, rendant tout autour de moi terne et distant. Les gens passaient à côté de moi, tendaient la main par-dessus moi, frôlaient dans mon épaule comme si je n'étais qu'un meuble. Je souriais quand ils le faisaient. C'était automatique, une réponse conditionnée par des années à essayer d'être agréable, de ne pas prendre de place, de ne pas exiger plus que ce qui était offert. La piste de danse s'est rapidement remplie. Les plus jeunes invités se déplaçaient sans hésitation, les bras en l'air, les voix s'élevant en rire et en chant. La musique pulsait à travers le plancher sous mes pieds, mais je ne ressentais aucune envie de me joindre à eux. J'avais été autrefois la femme qui dansait pieds nus dans la cuisine, qui tenait son bébé dans ses bras et tourbillonnait au son de la radio. J'avais été autrefois légère, mais cette partie de moi semblait très lointaine maintenant.
Je regardais les danseurs comme quelqu'un qui regarde une autre vie de l'autre côté d'une vitre. À un moment donné, un serveur a posé une petite assiette de gâteau devant moi. Pas de mots, juste un léger tintement de porcelaine et d'argent. Je l'ai remerciée, bien qu'elle ne m'ait pas entendu. J'ai pris quelques bouchées, mais la douceur s'est coincée dans ma gorge. Je n'avais pas faim. J'avais mangé assez de déception pour une journée. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué un photographe dirigeant les invités pour un portrait de famille. Je me suis levée, pleine d'espoir. Peut-être maintenant. Peut-être que c'était le moment où l'on m'intégrait, où l'on m'inclurait, où l'on me demanderait de me tenir à côté de mon fils, comme si je comptais. J'ai commencé à marcher vers le groupe. J'ai lissé ma robe et j'ai glissé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. Je me suis approchée lentement, ne voulant pas interrompre, ne voulant pas présumer. Mais juste au moment où j'arrivais à quelques mètres, la photographe a agité la main dans ma direction, sans tourner la tête. Pas un geste de bienvenue, un signal de bouger, de sortir du cadre. Je me suis figée. Pendant un instant, j'ai pensé que j'avais peut-être mal compris, mais elle a ensuite incliné son appareil photo et a dit quelque chose au groupe qui les a fait rire. J'ai vu Thomas hocher la tête, les bras autour de sa fiancée et de sa famille. J'ai vu comment ils s'accordaient, sans faille et fiers. Alors j'ai reculé, discrètement. Je suis retournée à ma place sans attirer l'attention, mes pas légers sur le parquet. Je me suis assise et j'ai fixé les restes de mon gâteau, le glaçage maintenant fondu et étalé. La musique a de nouveau changé, un nouveau rythme s'élevant, et la fête a repris. Mais je ne l'entendais pas. J'entendais seulement le bourdonnement de l'absence, le bruit blanc d'être inutile. Plus tard, je me suis dirigée vers les toilettes, en partie parce que j'en avais besoin, en partie parce que j'avais besoin d'un moment pour respirer. Dans le couloir, j'ai croisé un groupe de jeunes femmes en robe de satin, des demoiselles d'honneur. Elles m'ont à peine jeté un coup d'œil. L'une d'elles m'a regardée de haut en bas et m'a tendu sa pochette sans un mot, me prenant pour une employée. Je l'ai prise, je l'ai tenue un instant, pendant qu'elle ajustait son maquillage, puis je la lui ai rendue. Elle n'a rien dit, elle ne m'a pas remerciée, elle ne m'a pas demandé mon nom. Je me suis tenue devant le miroir, je me suis lavé lentement les mains et j'ai fixé mon propre reflet. Mon visage paraissait plus vieux sous cette lumière de salle de bain. Pas fatigué, juste usé, comme si le temps s'était installé de façon permanente dans chaque ride. Je ne ressemblais pas à la personne dont il se souvenait. Peut-être que je ne ressemblais plus à sa mère. Peut-être avais-je cessé de l'être à leurs yeux, au moment où il a glissé une bague au doigt de quelqu'un d'autre. Quand je suis retournée dans la salle principale, le DJ prenait des demandes. Un groupe d'invités s'est pressé autour de lui, riant, offrant des pourboires, faisant des dédicaces. J'ai attendu que le groupe se disperse, puis je me suis approchée. J'ai demandé s'il y avait une chance de dire quelques mots, quelque chose de court, juste pour le marier. Le DJ a jeté un coup d'œil au programme et a secoué la tête, feuilletant sa playlist. Il n'a pas demandé qui j'étais. Il n'a pas offert de sympathie. Mais il a mentionné qu'il pouvait jouer un morceau si j'en avais un. C'était la règle, a-t-il dit. Pas d'interruption en direct, mais l'audio préenregistré était autorisé. Ce moment m'a marqué. J'ai pensé à la clé USB que j'avais glissée dans mon sac à main. J'avais enregistré quelque chose il y a des semaines, non pas par certitude, mais par instinct. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Juste une petite voix intérieure qui disait « Prépare-toi ». Je ne m'attendais pas à en avoir besoin,
Mais debout là, à côté d'un DJ qui ne connaissait pas mon nom, dans une pièce pleine de gens qui se fichaient que je sois même présente, j'ai réalisé que si. Je lui ai tendu la clé USB sans un mot. Il l'a prise et l'a placée avec les autres, demandant le titre du fichier. Je le lui ai dit. Il a hoché la tête, l'a noté sur un post-it et est retourné à son équipement. Je suis partie. Je n'ai pas ressenti de triomphe, d'amertume ou de vengeance. Je me sentais engourdie, comme une femme marchant dans la neige sans gants, le froid ne faisant plus mal parce que sa peau avait cessé de réagir. Je suis retournée à la table 19, je me suis rassise et j'ai essayé de me ressaisir. Autour de moi, la fête continuait. Des toasts ont été portés, des verres ont été levés. Les gens prenaient des selfies et tapaient sur leurs verres pour que les jeunes mariés s'embrassent. J'ai applaudi poliment quand les autres l'ont fait. J'ai souri quand quelqu'un a jeté un coup d'œil dans ma direction. J'ai joué la maternité comme un rôle muet dans une pièce qui avait réécrit son scénario. Personne n'a demandé pourquoi j'étais silencieuse. Personne n'a remarqué le changement en moi, la façon dont j'avais cessé d'attendre. J'ai regardé de l'autre côté de la table une bougie fondante, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais tenu une lumière pour quelqu'un d'autre, pour me retrouver assise dans le noir. J'étais toujours là. J'étais venue. J'avais regardé. J'étais restée. Mais de toutes les manières qui comptaient, j'avais déjà été effacée. Cela a commencé comme un murmure au fond de mon esprit, une lueur d'intuition, une suggestion silencieuse qui m'est venue au milieu d'une nuit sans sommeil. J'étais allongée dans mon lit, fixant le ventilateur de plafond qui tournait en cercle lent au-dessus de moi, quand la pensée est arrivée. Et si personne ne te demande de parler? Et si tu restes assise là, toute bien habillée, et que personne ne te cède la parole? J'ai essayé de la chasser. Je me suis dit que je réfléchissais trop, que j'étais dramatique, que bien sûr il y aurait une place pour moi. Mais la pensée n'est pas partie. Elle est revenue la nuit suivante et celle d'après, jusqu'à ce que je finisse par l'écouter. Je n'avais jamais rien enregistré de tel auparavant. Je n'étais pas douée en technologie et je n'aimais pas entendre le son de ma propre voix. Mais quelque chose me disait que je devais le faire. J'ai emprunté un petit enregistreur vocal à la bibliothèque, du genre que les étudiants utilisent pour les cours, et j'ai attendu que la maison soit complètement silencieuse. Puis, je me suis assise à la table de la cuisine, seule avec la machine, et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Au début, je ne savais pas quoi dire. J'ai bafouillé. J'ai fait une pause, j'ai recommencé. Mais finalement, les mots ont commencé à couler, non pas comme un discours, non pas comme une performance, mais comme une lettre, une voix gravée dans le temps, préservée au cas où je n'aurais jamais la chance de l'utiliser. Je n'ai rien écrit. Je n'ai pas lu une page. J'ai parlé de mémoire, d'émotion, d'années à être une mère qui a tout donné et n'a presque rien demandé. J'ai parlé de la nuit de sa naissance, de la façon dont les infirmières l'ont placé dans mes bras, et je lui ai chuchoté des promesses que j'ai tenues pendant des décennies. Je lui ai parlé des nuits où je faisais des gardes doubles et rentrais à la maison pour l'aider avec des devoirs de mathématiques que je comprenais à peine moi-même. J'ai parlé de la fois où il a eu la grippe et où je suis restée éveillée 3 nuits de suite, vérifiant sa température toutes les heures, attendant que la fièvre tombe. Je lui ai dit que l'amour n'est pas toujours bruyant, glamour ou visible, que parfois, l'amour c'est préparer des déjeuners à 4 heures du matin, ou assister à des spectacles scolaires sur des chaises en plastique avec un mal de dos,
ou applaudir le plus fort, même quand votre enfant oublie ses répliques. Je lui ai rappelé comment je me tenais sur les lignes de touche glaciales pendant ses matchs de football, comment j'applaudissais même quand il perdait, comment je le conduisais à l'entraînement tous les jours, après mes gardes à l'hôpital, sans jamais lui laisser voir à quel point j'étais fatiguée. Et puis, ma voix s'est adoucie. J'ai parlé à sa fiancée. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle construirait quelque chose de réel avec lui, quelque chose d'enraciné dans la patience et la grâce. Qu'un mariage n'est pas fait de publications Instagram ou d'arrangements floraux, mais des milliers de petits choix que l'on fait pour être présent, même quand c'est difficile, même quand on n'en a pas envie, même quand personne ne vous voit le faire. J'ai dit que j'espérais qu'elle serait le genre de femme qui laisse l'amour vieillir honnêtement, pas une femme qui efface les gens qui sont venus avant elle. Je n'ai pas pleuré pendant l'enregistrement. Ma voix a tremblé par moments, mais je suis restée calme. J'ai parlé lentement, clairement, comme si je voulais que chaque mot atterrisse et reste. Vers la fin, j'ai fait une pause. Je suis restée assise en silence un moment, n'entendant que le faible bourdonnement du réfrigérateur derrière moi. Puis, j'ai dit ce que je n'avais pas prévu de dire. J'ai dit « Si vous ne me voyez pas à la table d'honneur, si vous n'entendez pas mon nom appelé, si personne ne vous dit que j'ai compté, que ceci soit la preuve que j'étais là, que j'ai aimé, que j'ai donné, que j'ai tenu ma place discrètement, mais avec acharnement. J'ai dit que parfois, les personnes qui sont laissées de côté ont les racines les plus profondes, que parfois, ceux qu'on oublie sont ceux qui ont tout maintenu ensemble. Et puis j'ai terminé par une simple phrase. Quoi qu'il arrive, tu as toujours été mon garçon. Et même si tu m'oublies, je me souviendrai toujours de toi. J'ai écouté l'enregistrement une fois, après l'avoir terminé. J'étais assise à la même table, les lumières tamisées, et j'ai laissé le son de ma propre voix m'envahir. Elle ne ressemblait pas à la femme que je voyais dans le miroir. Elle semblait plus forte, plus claire, comme quelqu'un qui avait enfin décidé qu'elle n'avait pas besoin de permission pour parler. J'ai copié le fichier sur une clé USB et je l'ai étiqueté « Pour mon fils, le jour de son mariage ». Je ne savais pas si j'en aurais un jour besoin. J'espérais que non. J'espérais me tenir à un podium avec un verre à la main et un micro, et que je lirais une version différente à voix haute à une salle qui me sourirait en retour. Mais dans la partie silencieuse de moi, celle qui savait à quoi ressemblait la distance, ce que le silence signifiait, je me suis préparée quand même. J'ai glissé la clé USB dans mon sac à main le matin du mariage. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas planifié comment, ni quand elle serait utilisée. Je l'ai simplement portée avec moi, comme un talisman, comme un filet de sécurité pour ma voix, au cas où personne ne m'offrirait la chance de l'utiliser. Et quand le moment est venu, quand je me suis tenue près de la cabine du DJ, quand j'ai réalisé que personne ne m'avait gardé une place dans l'histoire qui se déroulait autour de moi, j'ai fouillé dans mon sac à main, je l'ai sortie et je la lui ai tendue. Il m'a demandé le nom du fichier. Je le lui ai dit. Il l'a griffonné et est passé à autre chose sans jamais demander qui j'étais. Mais cela n'avait pas d'importance, parce que le moment venu, ma voix s'élèverait, pas en protestation, pas en colère, en souvenir, en amour, en vérité. Les lumières se sont tamisées juste après le service du dessert. J'étais assise immobile depuis si longtemps que mes genoux me faisaient mal, mais je n'ai pas bougé. J'ai regardé le personnel commencer à dérouler un écran de projection depuis les chevrons, et un silence s'est fait dans la salle de réception. Le tintement des fourchettes contre les assiettes a cessé.
Le bourdonnement de la conversation s'est estompé. Les verres ont été levés une dernière fois. Puis, les mains se sont croisées, ou jointes, ou sont tombées sur les genoux, alors que tous les yeux se tournaient vers la toile blanche et brillante, maintenant tendue sur le mur du fond. Le diaporama a commencé avec une musique douce et un fondu sur des photos d'enfance. C'était la mariée, bien sûr. Elle en couette, elle sur un tricycle, elle en costume de ballet souriant, maladroitement à l'appareil photo. Les invités ont soupiré avec tendresse, certains ont gloussé, d'autres ont chuchoté à leurs voisins de table à quel point elle avait été mignonne. Je ne reconnaissais aucun des visages, mais j'ai regardé quand même, poliment, patiemment. Puis sont venues des photos d'elle et de Thomas ensemble. Vacances, fêtes, clichés filtrés, pleins de joie, mise en scène et de tenues assorties. La salle s'est remplie d'une chaude nostalgie pour une vie que je n'avais jamais été invitée à voir. J'ai attendu mon moment. Pas dans le diaporama. Je savais déjà qu'il n'y aurait rien de moi là. Mais pour autre chose. Je ne savais pas exactement quand il viendrait. Je savais seulement qu'il viendrait. La musique a de nouveau changé, ralentissant en une mélodie plus intime. L'écran est devenu noir. Au début, la salle est restée silencieuse, s'attendant à une pause avant l'image suivante. Mais au lieu d'une image, ils ont entendu ma voix. Le son était doux au début, calme, clair. Il a été diffusé par les haut-parleurs doucement, comme si quelqu'un lisait une lettre à voix haute dans le coin d'une pièce silencieuse. Je suis restée très immobile à ma table, les mains croisées sur mes genoux, le cœur battant si fort que j'étais sûre que la femme à côté de moi pouvait l'entendre. Les gens se sont tournés sur leurs sièges, regardant autour d'eux, essayant de localiser l'orateur. Certains avaient l'air confus, d'autres curieux. Quelques-uns avaient l'air irrités, comme si quelque chose s'était passé hors du scénario. Mais personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Ma voix a rempli l'espace. Ce n'était pas une voix en colère. Il n'y avait aucune amertume. Seulement une vérité constante. J'ai parlé d'amour, de sacrifice, de maternité. J'ai parlé de nuits tardives et de premiers pas, de genoux écorchés et de prières chuchotées sur les parkings d'hôpitaux. J'ai parlé de rester sur la touche, de regarder de loin, d'être fière même quand j'étais épuisée. Ma voix n'a pas craqué. J'avais répété ce moment dans mon esprit, sans le réaliser pendant des années. Je savais comment parler quand c'était important. J'ai entendu quelqu'un halter, quand j'ai mentionné avoir tenu Thomas, la nuit, où il avait une fièvre si élevée, que j'ai failli appeler une ambulance. Une autre voix a marmonné quelque chose, peut-être une question, peut-être une protestation, mais personne n'a parlé par-dessus l'enregistrement. Il se déplaçait trop vite pour qu'il puisse le rattraper, mais assez lentement pour percer. Je n'ai pas regardé Thomas. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas quel visage il arborait à ce moment-là, que ce soit la honte, la confusion ou autre chose. Je savais seulement qu'il m'entendait, vraiment m'entendant pour la première fois depuis très longtemps. Quand je me suis adressée à sa fiancée, il y a eu un changement dans l'air. Je n'étais pas cruelle. Je ne la grondais pas. J'ai parlé doucement, avec la clarté mesurée d'une femme qui avait attendu longtemps pour dire quelque chose très importante. Je lui ai souhaité le meilleur. Je lui ai demandé de prendre soin de lui, de se souvenir de ce qui était venu avant elle. Je lui ai demandé de ne pas effacer la femme qui l'avait élevée, de ne pas traiter une mère comme un vieux chapitre d'un livre qu'ils essayaient d'oublier. Je ne leur ai pas dit que j'étais blessée. J'ai laissé le silence entre mes phrases le faire. Je n'ai accusé personne.
J'ai laissé les faits parler plus fort que le blâme. J'ai laissé le poids de l'absence, mon absence, s'installer sur leurs genoux, comme une lente prise de conscience qu'ils avaient peut-être manqué quelque chose d'irremplaçable. Et puis, vers la fin, est venue la ligne dont je me souvenais le plus. C'en était une que je n'avais pas répétée. Elle m'était venue seulement au moment où je l'avais enregistrée pour la première fois, mais elle a résonné plus fort dans cette pièce que tout ce que j'avais dit. Si vous ne me voyez pas à votre table, ce n'est pas parce que je ne voulais pas y être, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé de chaise. La salle était complètement silencieuse, pas d'applaudissements, pas de chuchotements, pas de mouvement, juste de l'immobilité, une sorte d'immobilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je sentais les yeux sur moi maintenant. Ils savaient de qui était la voix. Ils n'avaient sans pas besoin de confirmation. L'audio s'est terminé discrètement. Pas de fondu dramatique, juste la fin naturelle d'une phrase, puis rien d'autre que le faible bourdonnement du système de sonorisation revenant en veille. Les lumières sont restées tamisées un moment de plus, comme si la pièce elle-même avait besoin d'une seconde pour s'adapter. Puis l'écran de projection s'est enroulé dans le plafond. Personne n'a rien dit tout de suite. La musique n'a pas repris. Le DJ n'a pas essayé de combler le silence avec des applaudissements ou une blague. Les gens sont restés immobiles sur leurs chaises, les serviettes serrées, les yeux baissés. J'ai regardé la façon dont ils évitaient les regards des autres, comment certains attrapaient leurs verres ou redressaient les couverts devant eux, juste pour avoir quelque chose à faire. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas fait de signe de la main, ni souri, ou cherché l'approbation. Je suis restée à ma place, silencieuse et calme, de la même manière que j'avais été toute la soirée. Mais maintenant, la pièce était différente. Je n'étais plus invisible. On ne me prenait plus pour du personnel, ou on ne m'ignorait plus à ma table. Il m'avait entendu. Il m'avait vu, même si ce n'était que pour 5 minutes. Et peut-être que c'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Pas un projecteur, pas une ovation debout, juste être reconnu, juste avoir un moment qui m'appartenait. La salle n'est pas revenue à la normale tout de suite. Elle ne le pouvait pas. Ma voix flottait encore dans l'air, comme si elle s'était installée dans les coins du plafond, dans les plis des serviettes en lin et dans les flammes vacillantes des bougies votives. Le silence qui a suivi l'enregistrement avait un poids. Il pesait sur chaque table, remplissait chaque espace vide entre les assiettes et les verres. Les gens bougeaient sur leurs chaises, mais personne ne semblait tout à fait prêt à bouger. C'est comme si toute la réception avait été légèrement déséquilibrée, et personne ne savait dans quelle direction se pencher pour se rattraper. La musique n'a pas recommencé avant plusieurs minutes. Je pense que même le DJ a hésité, ne sachant pas quel genre de chanson pouvait bien suivre ce qui venait d'être joué. Je l'ai observé de loin, alors qu'il regardait autour de lui, mélangeait sa liste, puis appuyait finalement sur un bouton qui a envoyé une douce mélodie instrumentale à travers les haut-parleurs. Quelque chose de sûr, de neutre. Mais les invités ne se sont pas levés de leur siège tout de suite. Leurs conversations n'ont repris qu'en chuchotements prudents, comme des enfants ayant peur de parler trop fort après avoir été témoins de quelque chose de sacré. Je suis restée immobile, gardant mon regard fixé sur le centre de table devant moi. C'était un grand vase en verre rempli d'hortensias, teinté de rose poudré et d'ivoire. J'ai compté les pétales comme s'ils pouvaient m'ancrer dans le moment. Je ne voulais pas encore regarder autour de la pièce. Je n'étais pas prête à voir les yeux qui m'avaient regardé toute la nuit sans me voir du tout. Maintenant, ils m'avaient entendu, et cela changeait les choses.
Je le sentais dans la façon dont leur regard me frôlait occasionnellement, rapidement, avec incertitude, comme s'ils cherchaient la bonne expression à porter et ne la trouvaient pas. Une femme d'une table voisine s'est penchée vers son compagnon et a chuchoté quelque chose derrière sa main. L'autre a hoché la tête, le front plissé. Quelques rangées plus haut, un homme en costume gris s'est frotté la mâchoire et a gardé les yeux bas, son dessert intact. À une autre table, une demoiselle d'honneur a attrapé son verre avec des doigts tremblants. Elle ne souriait plus. Je n'étais pas assez naïve pour croire que ma seule voix avait changé leur cœur, mais je savais qu'elle avait interrompu le fantasme, la propreté, la performance, l'idée que tout était parfait et étroitement contrôlé. Mes mots avaient perturbé cette surface, l'avaient fissurée juste assez pour que la réalité s'infiltre. Et maintenant, il ne savait pas quoi faire de ce malaise. De l'autre côté de la pièce, la mariée était assise, figée. Son sourire avait disparu. Ses mains étaient immobiles, posées à plat sur la nappe, et ses yeux vacillaient entre les visages de ses parents et l'espace vide à côté d'elle. Le siège où Thomas avait été. Il était parti. Je l'ai aperçu près de l'entrée de la terrasse, debout seul, le dos tourné à la pièce. Il avait une main sur le cadre de la porte, comme s'il se préparait contre quelque chose d'invisible. Je l'ai observé discrètement. Il ne m'avait pas encore regardé. Pas une seule fois depuis que l'enregistrement avait été joué. Mais il n'était pas parti. Cela signifiait quelque chose. Un serveur est passé avec un plateau de vin, et j'ai doucement secoué la tête. Je ne voulais rien boire. Je ne voulais rien du tout. Je voulais juste rester assise, dans l'immobilité, un peu plus longtemps. Je voulais mémoriser ce que cela faisait, d'être enfin entendue. Une femme que je ne connaissais pas est passée à côté de moi et a posé brièvement sa main sur mon épaule. Elle n'a pas parlé. Elle ne s'est pas arrêtée. Juste un léger contact, puis elle a continué son chemin. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la honte, c'était de la reconnaissance, et c'était assez. Un autre invité, plus âgé, peut-être un ami du père du marié, a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a fait un lent signe de tête. Je l'ai rendu. Un échange subtil entre deux personnes qui comprenaient que les mots n'étaient pas toujours nécessaires, que parfois la présence était son propre langage. Les chuchotements n'ont pas cessé, mais leur ton a changé. Ils n'étaient pas dédaigneux, ils n'étaient que pas cruels. Ils étaient prudents, presque respectueux, comme des gens essayant de reconstituer une histoire qu'ils n'avaient pas réalisée qu'on leur racontait depuis le début. Je sentais la façon dont ils marchaient sur des œufs autour de la vérité, craignant d'admettre qu'ils avaient manqué quelque chose, craignant de réaliser que leur silence les avait rendus complices. Je ne me suis pas réjouie. Je ne me sentais pas vengée. Si quoi que ce soit, je ressentais une douleur silencieuse, non pas pour moi, mais pour tout ce qu'ils n'avaient pas jamais su de moi, les parties de ma vie qui s'étaient déroulées pendant qu'ils regardaient ailleurs, les sacrifices, la solitude, la fierté tacite que j'avais portée pendant des années sans demander à personne de le remarquer. Je n'avais jamais demandé de projecteur, seulement une place, seulement une voix, seulement un moment. Et maintenant que ce moment était passé, laissant son écho derrière lui, dans des chuchotements doux et prudents qui se propageaient à travers la pièce comme des ondulations dans l'eau après qu'une pierre y ait été jetée. La musique a légèrement enflé. Quelques couples se sont levés et ont recommencé à danser, mais l'énergie était différente maintenant, plus douce, plus calme, plus humaine.
La célébration avait été tempérée par la réalité, et bien que personne ne l'ait dit à voix haute, je pouvais le sentir dans la façon dont les gens se déplaçaient. Moins de performance, plus de présence. Je me suis adossée à ma chaise, me permettant d'expirer complètement pour la première fois de la soirée. Mes mains se sont détendues sur mes genoux. Mes épaules se sont abaissées. Ma poitrine s'est adoucie. Pour la première fois depuis des années, je ne retenais rien. Il m'a trouvée alors que la plupart des invités commençaient déjà à se diriger vers les sorties. La musique s'était abaissée à un bourdonnement, réduite à un bruit de fond que plus personne n'entendait vraiment. Les serveurs se déplaçaient dans la pièce avec l'efficacité silencieuse de personnes qui avaient fait cela 100 fois auparavant, ramassant les verres vides, redressant le linge de table, balayant les confettis qui s'étaient là posés sur le sol comme de la neige oubliée. Les conversations étaient devenues chuchotées et fragmentées. Les rires s'étaient raréfiés. L'électricité de la célébration avait cédé la place à quelque chose de plus discret, de plus hésitant. Une fête qui tirait à sa fin. Une nuit qui se livrait déjà à la mémoire. Je suis restée à ma table, ne voulant pas encore partir, bien que je n'ai aucune raison réelle de rester. Je n'attendais pas de conclusion. Je ne m'attendais pas à des excuses. Je ne voulais tout simplement pas bouger. L'idée de me lever, de retraverser cette pièce, de récupérer mon manteau au porte-manteau et de sortir seule dans l'air de la nuit. Tout cela semblait plus lourd que prévu. Alors, je suis restée. Une main reposant légèrement sur la nappe. Mon sac à main toujours à mes pieds. Ma chaise légèrement tournée par rapport au centre de la pièce, orientée vers une fenêtre où le reflet de la piste de danse scintillait faiblement contre la vitre. C'est là que je l'ai vu. Thomas se tenait à quelques mètres de là, ne faisant plus partie d'aucun groupe, plus encadré par le décor des invités et du bruit. Il n'était pas avec sa nouvelle femme. Il ne riait pas, ne posait pas pour des photos, ne recevait pas de félicitations. Il était juste là, toujours dans son costume, la boutonnière à son revers légèrement de travers, une main pendante à son côté, tandis que l'autre serrait quelque chose dans sa poche. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement croisé son regard. Il s'est approché lentement, ses pas hésitants, non pas parce qu'il ne savait pas où aller, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire. Cela se lisait sur son visage. Et quand il est finalement arrivé à ma table, il n'a pas parlé. Pas tout de suite. Il est resté là, silencieux, l'air autour de lui épais, de tout ce qui n'était pas dit. J'ai attendu, non pas par fierté ou par défi, mais parce que je savais qu'il avait plus besoin du silence que moi. Le silence était à lui de le briser, pas à moi. Puis, doucement, il a sorti quelque chose de la poche intérieure de sa veste et me l'a tendu. Un morceau de papier plié. Je l'ai reconnu avant même que mes doigts ne le touchent. C'était le discours que j'avais écrit il y a des semaines, celui que j'avais prévu de lire, celui que j'avais répété à voix haute dans ma cuisine aux petites heures du matin. Je l'avais glissé dans la carte qui accompagnait le cadeau, ne sachant pas si quelqu'un le lirait un jour. Mais d'une manière ou d'une autre, il était revenu à moi. J'ai pris le papier sans l'ouvrir. Je n'avais pas besoin de voir les mots. Je les connaissais par cœur. Il est tout resté là un moment de plus, puis s'est assis à côté de moi, pas près, mais pas loin non plus. Une trêve silencieuse et incertaine existait maintenant entre nous. Le genre qui ne demande pas de réponse, seulement de la présence. Nous ne nous faisions pas face. Nous n'avons pas tendu la main, ni nous sommes penchés l'un vers l'autre. Nous sommes simplement restés assis, côte à côte, deux personnes cousues ensemble par un fil long et compliqué que ni l'un ni l'autre
ne savait vraiment comment démêler. Les bruits de la réception se sont estompés autour de nous. Des chaises ont raclé le sol, alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires. Quelqu'un a ri près de l'entrée. Un dernier écho de joie avant de disparaître dans le parking. J'entendais le léger bruissement des serviettes, jetées, alors qu'on les pliait et les débarrassait. La nuit se terminait. Il a respiré profondément une fois. Pas tout à fait un soupir, mais quelque chose de proche. J'ai regardé droit devant moi, par la fenêtre, où le ciel avait pris la couleur de la lavande meurtrie. Cette teinte intermédiaire, qui existe juste avant l'obscurité totale. C'était beau, d'une manière silencieuse et évanescente. Fugace, honnête. Je ne savais pas ce qu'il pensait. Je ne savais pas s'il était désolé, ou confus, ou simplement dépassé. Et je n'ai pas demandé. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être articulées pour être comprises. Des choses qui vivent entre les lignes, dans les regards, les gestes et les longs silences partagés entre des personnes qui ont autrefois tout signifié l'une pour l'autre. Au bout d'un moment, je me suis levée. Pas brusquement, pas dramatiquement, juste calmement. J'ai attrapé mon sac à main, sentant son poids doux se balancer contre mon bras. Puis j'ai placé le papier plié, mon discours, dans sa main, et j'ai refermé ses doigts dessus. Il n'a pas résisté, il n'a pas lâché non plus. Nous sommes restés là quelques secondes de plus, puis je me suis retournée et j'ai commencé à partir. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais pas besoin. Il n'y avait rien derrière moi qui méritait un second regard. La nuit m'avait donné ce que je ne savais même pas avoir besoin. Pas la justice, pas la vengeance, pas même la justification. Juste un moment. Un moment où ma voix avait existé dans l'air, intouchable et indéniable. Un moment où les personnes qui m'avaient été négligées ont été forcées d'écouter. Un moment où l'enfant que j'avais élevé a dû affronter la réalité de qui j'étais encore. Je suis passée devant les derniers invités, devant la table des cadeaux de mariage que personne n'avait pris la peine de réclamer, devant les bougies vacillantes qui commençaient à s'éteindre. Je suis sortie dans la nuit et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. L'air était frais, le ciel large et indifférent, et j'ai respiré. J'ai conduit chez moi en silence. Pas de radio, pas de voix GPS, juste le rythme des pneus sur l'autoroute et le faible bourdonnement du monde à l'extérieur des fenêtres. La nuit est passée lentement autour de moi, le ciel s'assombrissant en encre alors que je suivais les routes familières vers les coins tranquilles de ma vie. Les lampadaires défilaient comme des souvenirs lointains, certains faibles, d'autres trop brillants, tous trop brefs. Je n'ai pas beaucoup pensé en conduisant. Mon esprit n'était pas vide, mais il ne s'emballait pas non plus. Je me calmais, comme la poussière après une tempête. Les rues de mon quartier étaient principalement sombres quand j'ai tourné. Des lumières de Porsche ici et là. Un chien aboyant quelque part au loin. L'immobilité réconfortante des nuits de petite ville. Je me suis garée à ma place habituelle, j'ai coupé le moteur et je suis restée un moment, les mains posées sur le volant. La lumière de mon Porsche était toujours allumée, brillant faiblement, projetant un arc jaune doux sur l'allée. C'était une lumière que j'avais laissée allumer pendant des années, pour mon fils quand il était en retard, pour les invités qui venaient rarement, pour moi-même les nuits comme celle-ci. J'ai remonté lentement le chemin, la clé à la main, mes talons s'enfonçant dans les mêmes fissures du trottoir que j'avais enjambé 1000 fois. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la lavande et les vieux livres. Tout était exactement
comme je l'avais laissé, le plaid plié sur le bras du canapé, le verre d'eau à moitié plein sur le comptoir de la cuisine, la lampe brillant toujours dans le coin du salon, comme un gardien veillant sur l'espace en mon absence. J'ai enlevé mes chaussures près de la porte, je suis allé dans la cuisine et j'ai allumé la bouilloire. La familiarité des mouvements m'a ancré. Remplir, cliquer, attendre, les doux bruits de la maison. J'ai attrapé ma tasse préférée, légèrement ébréchée sur le bord, celle avec l'imprimé délavé d'une marguerite, et j'ai sorti la boîte à thé de l'étagère. Je ne me suis pas pressée. Il n'y avait aucune raison de le faire. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me pressais pas pour plaire à quelqu'un, pour finir quelque chose, avant qu'on me demande plus. L'eau a bouilli. J'ai versé. J'ai attendu. Dans le salon, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai tiré la couverture sur mes genoux. Le thé fumait doucement entre mes paumes. Dehors, le vent agitait les arbres, et la lune était montée plus haut maintenant, silencieuse et distante, comme un secret. Le silence n'était pas solitaire. Il était plein, entier, vivant du pouls tranquille de la présence. J'ai pensé au mariage, au visage, aux voix, à la façon dont l'air avait changé quand mon enregistrement a été diffusé. J'ai pensé au regard dans ses yeux quand il s'est tenu à côté de moi. Je n'ai pas rejoué la nuit pour trouver une validation. Je n'essayais pas de la revivre. J'ai simplement laissé le souvenir s'installer, comme une pierre coulant au fond d'un lac immobile. J'avais parlé. C'était tout. Pas crié, pas exigé, pas combattu, juste parler. Et j'avais été entendue. Je n'étais pas sûre de ce qui allait suivre. Je ne savais pas s'il appellerait, ou si elle écrirait, ou si quoi que ce soit dans leur nouvelle vie porterait l'écho de ce que j'avais dit. Mais je savais que cela n'avait pas d'importance, plus maintenant. J'avais passé trop d'années à mesurer ma valeur par ce que j'étais pour les autres. Mère, aide, pensée secondaire. Je m'étais fondue dans le décor. J'avais atténué ma lumière pour que d'autres puissent briller. J'avais laissé passer des anniversaires sans célébration. J'avais laissé glisser des insultes au nom de la paix. J'étais restée silencieuse pour que les autres soient à l'aise. Mais cette nuit avait changé quelque chose. Pas seulement dans la pièce, en moi. J'ai regardé autour de ma maison, pas grande, pas grandiose, mais la mienne. Chaque photographie au mur avait été accrochée de mes mains. Chaque livre sur l'étagère touché par mes doigts. Chaque tasse, chaque chaise, chaque pli dans le tapis, chaque égratignure sur le parquet faisait partie de mon histoire. Ma place. Pas un siège qu'on m'avait donné, pas un rôle qu'on m'avait assigné, mais un espace que j'avais construit avec chaque acte d'amour silencieux et inaperçu. J'ai pris une gorgée de thé. Il était encore trop chaud. J'ai laissé brûler un peu ma langue. Cela m'a rappelé que j'étais toujours là, que je ressentais toujours, que j'étais toujours vivante. À un moment donné, je me suis levée et j'ai marché dans le couloir jusqu'à ma chambre. Je me suis changée en chemise de nuit. Je me suis lavé le visage. Je me suis brossé les cheveux. Chaque action lente, délibérée, purifiante. J'ai rabattu les couvertures, je me suis glissée dans mon lit et je me suis allongée contre les oreillers. La pièce était sombre mais pas froide. Le calme n'était pas lourd, c'était la paix. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le poids de la journée se détacher de mon corps. Pas tout d'un coup, pas comme un soulagement soudain, mais progressivement, comme le crépuscule cédant à la nuit, comme le deuil cédant à la grâce. Je ne savais pas ce qu'ils se souviendraient du mariage. Je ne savais pas ce que les autres diraient de moi en rentrant chez eux, à leur routine, à leurs photographies filtrées
d'une soirée parfaite. Mais je savais ce que j'emporterais. J'emportais le son de ma propre voix. J'emportais la vérité que j'avais dite. Je m'emportais moi-même, entière et enfin vue.